Ma fille luttait pour respirer quand ma mère a annoncé que 13 membres de la famille allaient s'installer dans notre maison de vacances à Noirmoutier pendant 2 semaines. Ma femme leur a demandé de patienter. Mon père a refusé. J'ai répondu par un seul mot, d'accord. Il était presque 2 heures du matin un mercredi et je me tenais dans ma cuisine à Lyon, serrant un sac de la pharmacie de garde comme s'il contenait quelque chose de plus puissant que du Doliprane pédiatrique et un soluté de réhydratation. Léa, ma fille, avait 2 ans et 8 mois, et on lui avait diagnostiqué une pneumonie l'après-midi même. Elle était allongée sur le canapé du salon, la joue pressée contre une couverture pliée, le visage d'un rouge inquiétant, ce genre de rouge qui ne vient pas d'une après-midi de jeu en plein air. Claire, ma femme, était assise à ses côtés, son téléphone calé contre un coussin, utilisant le chronomètre pour compter les respirations de Léa par minute comme le pédiatre lui avait montré. J'avais passé toute la journée à genoux à réparer l'escalier d'un client et le bas de mon dos me le rappelait douloureusement. Mais je n'allais pas dormir. Pas avec l'avertissement du médecin encore gravé dans ma poitrine. Si sa respiration s'accélérait, si ses lèvres changeaient de couleur, si elle arrêtait de s'hydrater, nous devions être aux urgences dans l'heure. C'est à ce moment-là que mon téléphone s'est éclairé sur le comptoir. La discussion de groupe familial. Ma mère Françoise l'avait nommée semaine à Noirmoutier il y a 3 ans, et d'ordinaire, elle ne se remplissait que de photos de grillades et du chien de quelqu'un portant des lunettes de soleil. Cette fois, c'était différent. Vendredi, nous débarquons tous les 13 dans votre maison de plage pour 2 semaines. Préparez tout. Je l'ai lu 2 fois. Elle n'avait pas demandé si la maison était disponible. Elle n'avait pas pris de nouvelles de Léa, même si Claire avait posté dans ce même fil de discussion la veille que notre fille avait une forte fièvre et que nous partions en consultation urgente. Claire a lu le message par-dessus mon épaule et j'ai senti son corps se figer. Elle n'est pas sérieuse, a-t-elle dit doucement, en faisant attention à ne pas réveiller Léa. Elle a répondu elle-même parce que je pense qu'elle voulait croire que la raison l'emporterait. Léa a une pneumonie et a besoin de calme. Est-ce que tout le monde pourrait attendre la semaine prochaine, s'il vous plaît? La réponse est arrivée instantanément. Pas de ma mère, mais de mon père, Jean-Pierre. Stéphane a déjà pris ses congés. Tout le monde a pris ses dispositions. Rien ne change. Stéphane est mon frère aîné. Il a 51 ans, conduit un Range Rover qu'il peut à peine s'offrir, et n'a jamais de sa vie laissé l'urgence médicale d'un parent en détresse entraver des vacances pour lesquelles il a déjà fait ses valises mentalement. Ma mère a ajouté une ligne juste après, expliquant qu'ils apporteraient leurs propres courses et ne dérangeraient pas le bébé. Peu importe que ne pas déranger signifiait apparemment 13 personnes, 4 enfants, 3 véhicules et 2 chiens s'abattant sur une maison de 3 chambres. Je suis restée là à faire le calcul de chaque été précédant celui-ci. L'année où ils sont arrivés avec 2 jours d'avance sans prévenir. L'année où Stéphane a pris la plus grande chambre avant même que nous ayons déchargé la voiture. L'année où ma mère a laissé une liste de courses scotchée sur notre réfrigérateur comme si j'étais le personnel de maison. Mon père se référant plus d'une fois à l'endroit comme notre coin sur la côte, comme s'il y avait déjà donné un seul coup de marteau. Claire ne m'a pas poussé dans un sens ou dans l'autre. Elle a juste regardé Léa, puis moi, et a dit la chose la plus importante. Je ne l'emmène pas dans une maison pleine de monde, pas dans cet état. J'ai compris exactement ce qui se passerait si je cédais comme je le faisais d'habitude. Claire resterait à Lyon avec un enfant malade pendant que je conduisais 6 heures pour jouer les hôtes, tondre la pelouse, remplir le frigo et arrondir les angles. C'était l'arrangement pour lequel personne n'avait jamais voté à voix haute, mais que tout le monde dans ma famille s'attendait à recevoir. J'ai tapé un mot, d'accord. Claire a levé les yeux. D'accord dans le sens où ils viennent. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Non, j'ai dit. D'accord dans le sens où j'ai fini de discuter. J'ai repris mon téléphone, cette fois pour appeler Luc, le gars qui gère le système de serrure connectée de la maison de Noirmoutier, et je lui ai laissé un message vocal lui demandant s'il pouvait me rejoindre dès la première heure le lendemain matin. La culpabilité est apparue presque instantanément, comme toujours. Mes parents avaient 70 ans passés. Le voyage était prévu. Quelqu'un, quelque part, allait me dire que j'étais le méchant de cette histoire avant même la fin du week-end.
Puis Léa a bougé. Sa petite main a trouvé mon doigt et s'est enroulée autour comme elle le faisait quand elle était bébé. Papa, reste, a-t-elle dit, à peine réveillée, à peine audible. C'était tout. C'était toute l'argumentation. Réglée en 3 mots par une enfant de 2 ans qui ne savait rien des maisons de vacances, des chats de groupes familiaux ou de mes 20 années à dire oui. Je suis montée à l'étage et j'ai sorti un sac de sport du placard. J'ai emballé des vêtements pour 2 jours sans trop réfléchir, car trop réfléchir était la façon dont je me convainquais toujours de reprendre mes vieilles habitudes. Claire est apparue dans l'encadrement de la porte, Léa maintenant endormie contre son épaule. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé. « M'assurer que la maison est prête, lui ai-je dit. Mais pour la première fois de ma vie d'adulte, je ne la préparais pas pour mes parents. J'ai quitté Lyon un peu avant 5 heures du matin le jeudi, avant que le soleil n'ait complètement dépassé les arbres le long de l'autoroute A6. Le trajet vers Noirmoutier prend environ 6 heures selon le trafic, et j'avais beaucoup de temps pour réfléchir à ma décision. Mon téléphone n'a cessé de vibrer tout le long du trajet, mais ce n'était personne pour demander des nouvelles de Léa. Achète du lait demi-écrémé, pas du lait entier. Assure-toi qu'il y a assez de serviettes de bain. Vide la chambre principale pour ton père. Son dos le fait souffrir. Vérifie le gaz du barbecue. Stéphane veut amarrer le bateau au ponton près de la maison. Pas un seul message ne demandait comment allait ma fille. Pas un seul. J'ai conduit en silence la majeure partie du temps. Mon genou droit s'enraidissait à chaque fois que je m'arrêtais pour prendre de l'essence. Un souvenir de plus de 20 ans passés sur des échelles et dans des vides sanitaires. Quelque part vers Angers, je me suis surpris à me poser une question dont je n'aimais pas la réponse. Est-ce que je protégeais ma fille ou est-ce que j'utilisais enfin sa maladie comme excuse pour faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années? Je n'avais pas de réponse tranchée. Peut-être que c'était les deux. Cela semblait plus honnête que de prétendre que c'était purement à propos de Léa. La maison elle-même a une histoire qui n'a rien à voir avec mon côté de la famille, même si on ne s'en douterait jamais à la façon dont mes parents en parlaient. Elle appartenait à l'origine aux parents de Claire, construite à la fin des années 70, et elle tombait en ruine au moment où ils ont pris leur retraite près de Tours et l'ont transmise à Claire. Toiture neuve, terrasse arrière reconstruite, chaque pièce repeinte, des années d'économie pour enfin refaire la cuisine. Claire et moi avons investi plus de vacances à réparer cette maison que nous n'en avons jamais passé à nous y détendre. Ma famille n'a jamais contribué d'un centime. Stéphane m'a dit un jour, et je me souviens des mots exacts, pourquoi est-ce que je passerais mes vacances à réparer une maison de vacances? Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il était toujours le premier à franchir la porte une fois les travaux terminés. Luc m'a rejoint à la maison vers 10 heures. Il connaît ma famille depuis des années. Il a vu 3 générations de notre famille défiler ici chaque été, donc je pouvais dire que ma demande l'avait pris de court. Nouveau code sur la porte d'entrée, lui ai-je dit. Supprime complètement les anciens codes invités. Serrure séparée pour le garage et je veux vérifier que la caméra de la sonnette fonctionne. Il a haussé un sourcil mais n'a pas discuté. Problème de famille, a-t-il demandé. Limite familiale, ai-je répondu. Ce n'était pas malin. Ce n'était pas un discours. C'était juste la vérité. Pendant qu'il travaillait, j'ai parcouru la maison moi-même, vidé tout ce qui était périssable du réfrigérateur, emballé un sac d'affaires de Léa, quelques-unes de ses tasses, une couverture que Claire avait laissée là lors de notre dernière visite. Rentré les chaises de jardin dans le garage car la pluie arrivait. J'ai fermé les rideaux, réglé le thermostat sur son mode basse consommation habituel. Je n'ai pas coupé l'électricité ni l'eau. Je n'essayais de faire de mal à personne. Je n'allais simplement pas ouvrir la porte. Avant de partir, j'ai scotché une simple feuille de papier à l'intérieur de la fenêtre avant, face à l'extérieur. Maison fermée. Pas d'invité cette semaine. Mon téléphone a sonné alors que je fermais à clé. Mon père. J'ai failli laisser sonner. J'ai répondu quand même. Il n'a pas non plus demandé de nouvelles de Léa. Tu as rempli le congélateur, a-t-il dit. Je lui ai dit que la maison n'allait pas recevoir d'invités cette semaine. Il y a eu un silence assez long pour que je puisse entendre la télévision en arrière-plan chez lui.
Tu n'as pas le droit d'humilier ta mère de la sorte, a-t-il déclaré. J'ai senti le vieux réflexe se manifester. Celui qui voulait s'excuser par instinct avant même qu'il ait fini de parler. Puis j'ai regardé le petit fauteuil à bascule en bois que Claire avait acheté pour Léa l'été dernier, toujours près de la fenêtre là où nous l'avions laissé. Ce n'est pas une question d'humiliation pour maman, ai-je dit, ma petite fille est malade. Les enfants tombent malades, a-t-il dit, les familles s'adaptent. C'est ce que je fais, lui ai-je répondu. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Ma main tremblait un peu après coup, ce qui m'a surpris. 47 ans et un appel de mon père pouvaient encore provoquer ça. Sur la route vers Tours pour rejoindre Claire et Léa chez ses parents, ma mère a envoyé sur le chat de groupe une liste de répartition des chambres pour les 13 personnes, comme si rien de ce que j'avais dit n'avait été enregistré. Stéphane, bien sûr, avait la plus grande chambre. J'ai lu cela assis dans ma voiture sur une aire de repos de l'autoroute A11, et au lieu de ressentir la culpabilité à laquelle je m'attendais, j'ai ressenti quelque chose de plus proche de la clarté. J'ai ouvert l'application de la serrure sur mon téléphone et j'ai supprimé chaque code invité restant un par un jusqu'à ce que l'écran affiche une liste propre avec seulement mon nom et celui de Claire. Une notification est apparue, tous les accès invités supprimés. Pour la première fois depuis que ce message avait frappé le groupe de discussion 2 nuits plus tôt, le calme émanant de cette maison ne me semblait pas être une chose pour laquelle je devais des excuses à qui que ce soit. Le vendredi après-midi, j'étais à Tours avec Claire et Léa chez mes beaux-parents. La fièvre de Léa était un peu tombée pendant la nuit, et elle avait réussi à garder quelques gorgées d'eau, ce qui nous semblait être la première bonne nouvelle en 3 jours. Claire était assise avec elle sur le lit d'invité pendant que j'aidais ma belle-mère à couper des légumes pour la soupe, essayant de garder mes mains occupées pour que mon esprit arrête de revenir vers Noirmoutier. À 15h17, mon téléphone a vibré avec une alerte de mouvement provenant de la caméra de la sonnette. Je l'ai ouverte sans réfléchir et ils étaient là, 3 véhicules s'engageant dans l'allée. Stéphane dans son Range Rover, mes parents derrière lui dans la berline de Jean-Pierre. Derrière, le SUV d'un cousin remorquant une petite remorque remplie de chaises de plage et de glacières. 13 personnes en sont sorties au cours des minutes suivantes. Des valises, des sacs de course, des bouées de piscine encore à moitié gonflées, 2 chiens tirant sur leur laisse. J'ai regardé tout cela se dérouler en silence sur un écran de 6 pouces, debout dans la cuisine de quelqu'un d'autre à 6 heures de route. Au début, ils ont cru que le clavier était cassé. Je pouvais voir Stéphane taper des numéros, essayer encore, secouer la tête. Ma mère avait sorti son téléphone. Mon père faisait le tour de la maison, cherchant une porte latérale qui n'avait jamais existé. Les appels ont commencé presque immédiatement. J'ai laissé les 2 premiers aller sur la messagerie. La voix de ma mère était plus confuse que colérique. Julien, le clavier ne fonctionne pas, rappelle-moi. Puis celle de Stéphane, plus agressive. Très drôle. Envoie-moi le nouveau code. Puis mon père, celui qui m'a vraiment piqué. Ta mère attend en plein soleil. Règle ça tout de suite. Je suis resté assis avec le téléphone à la main, ressentant la vieille tentation de tout arrêter. D'envoyer le code pour calmer les choses une fois de plus comme je l'avais toujours fait. Mes parents avaient plus de 70 ans. Il y avait des enfants dans ce groupe. Je ne voulais pas que quiconque soit réellement coincé ou en insécurité. Alors, j'ai envoyé un seul SMS à tout le groupe, rien de plus. La maison est fermée. Il y a des hôtels à Noirmoutier et à Chaland. Je l'ai dit à papa hier. J'ai même cité 2 hôtels dont je savais qu'ils avaient des chambres parce que, quoi que ce soit d'autre, je n'essayais pas d'abandonner ma propre famille sur un parking sans plan. C'est à ce moment-là que M. Morel s'est approché. Monsieur Morel est notre voisin d'en face à la mer. Un mécanicien à la retraite qui vit là depuis plus longtemps que les parents de Claire ne possédaient la maison. Il ne se mêle jamais des affaires de famille. En général, il reste dans son coin, mais avec 13 personnes et 3 véhicules bloquant la moitié de la rue, j'imagine qu'il s'est dit que quelqu'un devait dire quelque chose. Stéphane lui a demandé s'il avait un double des clés. Je n'en ai pas, a dit Monsieur Morel. Julien a supprimé les codes invités hier. Ma mère lui a dit que c'était la maison de vacances familiale. Monsieur Morel l'a corrigé, on ne peut plus calme.
Elle appartient à Claire. Ses parents la possédaient avant elle. On m'a raconté cette partie plus tard, mais apparemment cette seule phrase a touché Stéphane plus durement que tout ce que j'avais dit au téléphone la veille. Ce n'était pas une accusation. C'était juste un fait que personne dans ma famille n'aimait prononcer à voix haute. Monsieur Morel a ajouté, Julien a dit que l'endroit était fermé parce que sa petite fille était malade. Je pensais que tout le monde le savait déjà. Personne dans cette allée ne voulait admettre qu'ils le savaient et qu'ils étaient venus quand même. Quoi qu'il en soit, au milieu de tout cela, l'un des chiens a renversé une glacière et a envoyé des glaçons rouler sur le gravier. Un sac de course s'est déchiré et un paquet de steaks hachés surgelés a roulé vers la boîte aux lettres. Et au milieu du chaos, l'un des enfants, je crois que c'était le fils de mon cousin, a demandé assez fort pour que le micro de la sonnette le capte clairement, « Oncle Stéphane, je croyais que tu avais dit que c'était notre maison. » Stéphane n'a pas eu de réponse à celle-là non plus. De retour à Tours, Claire m'a demandé si je voulais rappeler quelqu'un. Une partie de moi le veut, ai-je admis. Elle ne m'a pas poussé, ni dans un sens ni dans l'autre. Elle m'a juste rappelé doucement que Léa s'était enfin endormie pour la première fois depuis presque 2 jours. Quelques minutes plus tard, mon père a rappelé, et la sonnerie a réveillé Léa en sursaut. Elle a commencé à pleurer, ce cri fin et épuisé qui a brisé quelque chose dans ma poitrine bien plus vite que n'importe quel message vocal de mon père ne le pourrait jamais. J'ai mis le téléphone sur silencieux. Ce soir-là, Stéphane a posté sur Facebook. Mon frère a enfermé nos parents âgés et plusieurs enfants à l'extérieur de la maison de plage familiale après qu'ils aient conduit 6 heures. Certaines personnes oublient d'où elles viennent. Aucune mention de la pneumonie de Léa. Aucune mention que Claire leur avait demandé d'attendre. Aucune mention que la maison était la sienne ou que j'avais prévenu mon père la veille ou que je leur avais envoyé 2 noms d'hôtels dès leur arrivée. En l'espace d'1 heure, des parents dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois m'envoyaient des messages. Une tante que je respecte vraiment m'a appelé pour me demander « Est-ce que tu n'aurais pas pu gérer ça différemment ?» J'ai commencé à me demander si elle n'avait pas raison. Cette nuit-là, Léa s'est réveillée en toussant si fort que je l'ai assise droite contre ma poitrine pour l'aider à respirer plus facilement. Mon téléphone continuait de s'éclairer à côté du lit avec des messages que je ne lisais pas. Léa a pressé son visage contre ma chemise et a murmuré la seule chose qui comptait. « Pas de gens bruyants, papa. » J'ai éteint complètement le téléphone. Les serrures, j'ai réalisé, avaient été la partie facile. Le samedi matin, la respiration de Léa ne s'était pas améliorée comme le médecin l'espérait. Nous l'avons donc emmenée à nouveau en consultation à Tours. Pendant que Claire remplissait les papiers à l'accueil, j'étais assis sur une chaise en plastique à faire défiler mon téléphone et j'ai découvert que le message de Stéphane avait déjà été partagé dans le groupe de la famille élargie, celui avec les tantes, les oncles et les cousins éloignés que je ne voyais généralement qu'aux enterrements. Quelqu'un avait commenté en me traitant d'ingrat. Quelqu'un d'autre avait utilisé le mot cruel. J'étais assis dans cette salle d'attente, envisageant sérieusement de rouvrir la maison la semaine suivante juste pour faire cesser le bruit. Claire est revenue, s'est assise à côté de moi, et a dû le lire sur mon visage car au lieu de se disputer avec moi, elle a fouillé dans son sac et a sorti un vieux classeur bleu que je n'avais pas vu depuis des années. Je ne savais même pas qu'elle l'avait encore. À l'intérieur se trouvaient des reçus, des relevés bancaires, des copies de chèques, des captures d'écran de vieux SMS demandant des prêts, des notes qu'elle avait gardées principalement pour nos impôts et notre budget, traçant chaque euro que j'avais envoyé à ma famille. « Tu te souviens toujours de ce dont ils avaient besoin ?» a-t-elle dit en l'ouvrant sur ses genoux. Moi, je me souviens de ce que cela nous a coûté. Nous l'avons parcouru ensemble, là même dans la salle d'attente en attendant que le nom de Léa soit appelé. Le total s'élevait à environ 210 000 € sur plus de 20 ans. Espèces, matériaux, dépenses directes, et cela ne comptait pas les milliers d'heures non payées que j'avais fournies avec ma boîte à outils à la main. 3 souvenirs se sont démarqués alors que nous le parcourions. En 2008, il manquait 24 000 € à Stéphane pour garder sa maison après l'échec d'une affaire. Mon père m'avait dit platement, « Tu t'en sors bien. Ton frère a des enfants. » Claire et moi avons puisé dans les économies que nous mettions de côté pour refaire notre propre cuisine. Stéphane a promis de rembourser sous 2 ans. Il ne l'a jamais fait.
Quelques mois plus tard, il s'est acheté un bateau d'occasion. En 2016, Claire et moi avions enfin prévu nos propres vacances. Nos premières vraies vacances depuis des années. 3 jours avant notre départ, le toit du garage de mes parents a commencé à fuir. Mon père ne voulait embaucher personne. Julien sait comment faire. J'ai annulé le voyage, passé 6 jours sur ce toit, payé les matériaux moi-même. Claire a passé ce qui aurait dû être notre semaine d'anniversaire seule dans une maison vide. Quand je me suis excusée après coup, tout ce qu'elle a dit a été « Je sais que tu penses qu'ils ont besoin de toi ». Et puis il y avait la maison de Noirmoutier elle-même. Lentement transformée en quelque chose qui n'était plus vraiment à Claire. Même si son nom était le seul sur l'acte de propriété. Le premier été après que ses parents l'eurent transmise, ma mère a invité des parents sans rien demander à personne. Personne ne s'y est opposé. Je ne m'y suis pas opposée. Et c'est devenu la règle après cela. Stéphane amenait des amis pour les week-ends. Ma mère gardait son propre linge dans le placard comme si elle y vivait. Mon père appelait la chambre principale notre chambre. Claire était discrètement devenue une invitée dans la propre maison de sa famille. En parcourant l'arithmétique de ce classeur, j'ai réalisé que ce n'était pas l'argent qui faisait le plus mal. Ce qui faisait mal, c'était de comprendre que j'avais passé des années à acheter la paix avec mes parents en utilisant le temps de Claire, sa patience et de l'argent qui aurait dû appartenir à notre propre petite famille. Je m'étais toujours dit que c'était moi qui maintenais tout le monde ensemble. Je me répétais sans cesse que j'aidais ma famille, ai-je dit à voix haute. Claire ne m'a pas quitté du regard. Tu le faisais, a-t-elle dit. Tu as juste oublié que Léa et moi en faisions partie. Ce n'était pas dit pour me blesser. C'était juste vrai. Et cela a résonné exactement comme les vérités le font. Quand le médecin a autorisé Léa à rentrer avec un nouveau traitement, je l'ai portée jusqu'à la voiture. Elle était trop fatiguée pour réagir quand je l'ai attachée dans son siège auto, sa tête penchée sur le côté, sa respiration encore un peu trop rapide à mon goût. J'ai pensé à 13 personnes essayant d'entrer dans cette maison avec des chiens qui aboient, des valises qui cognent contre les cadres de porte et des enfants qui courent dans le couloir pendant qu'une petite fille de 2 ans lutte pour respirer dans la chambre d'à côté. Et tout dernier doute sur les verrous a disparu. Ce soir-là, une fois Léa installée, j'ai envoyé un dernier message au chat familial. Nous avons besoin d'une réunion de famille dans 3 semaines, un samedi, chez moi. J'expliquerai tout une seule fois. Après cela, les nouvelles règles seront définitives. Mon père a répondu presque immédiatement, bien. Tu dois des excuses à tout le monde. J'ai regardé le classeur bleu toujours ouvert sur notre table de cuisine. Il pensait encore que je les invitais pour capituler. 3 semaines plus tard, Léa était presque redevenue elle-même, poursuivant le chat du voisin le long de la clôture et réclamant un goûter toutes les 20 minutes, comme une enfant qui n'avait jamais été malade de sa vie. La voir courir dans le jardin rendait tout ce qui allait suivre un peu plus facile à traverser. La réunion a eu lieu un samedi après-midi chez nous à Lyon. Claire a fait simple pour la nourriture. Des burgers au grill, de la salade, une carafe de thé glacé, des bouteilles d'eau alignées sur la rambarde de la terrasse. Personne n'est venu en s'attendant à un barbecue convivial. Ils sont venus en s'attendant à des excuses et à une réouverture de la maison de vacances. Stéphane n'avait toujours pas retiré sa publication Facebook. Mon père s'est assis à la table de jardin en premier, les bras croisés, et est allé droit au but. Avant de manger, ta mère mérite d'entendre ce que tu as à dire. Je n'ai pas discuté. J'ai fait le tour de la table et j'ai posé une petite pile de papier à côté de chaque adulte. La première page comportait une ligne en haut. Ce que nous avons payé, ce que nous avons fourni, et ce qui change maintenant. Je leur ai dit franchement que je ne demandais à personne de rembourser un centime. Je voulais juste que ce soit dit une fois à voix haute avec des chiffres à l'appui. 24 000 € pour le dépôt de la maison de Stéphane. 11 800 € pour des paiements d'hypothèque d'urgence. Après cela, 16 200 € de frais médicaux et dentaires pour ma mère au fil des ans, 27 500 € de matériaux pour des réparations sur la maison de mes parents. Près de 50 000 € en courses, factures, réparations et nettoyage liés à la seule maison de Noirmoutier. En plus de cela, des petits prêts qui ne sont jamais revenus.
210 000 € au total sur plus de 20 ans. Stéphane a dit que je traitais la famille comme une transaction commerciale. Non, j'ai dit, une entreprise aurait envoyé des factures. Je ne l'ai jamais fait. Il a insisté, disant que la maison avait été utilisée par toute la famille pendant des années, donc enfermer tout le monde était cruel. C'est là que Claire a parlé pour la première fois. Utiliser quelque chose pendant des années ne le rend pas vôtre. Elle a posé un message imprimé devant lui, un message qu'il avait envoyé l'été précédent. Dis à Claire de vider ses affaires du placard de la chambre principale avant notre arrivée. Pourquoi étais-je censé vider mes affaires d'une maison que mes parents m'ont donnée, lui a-t-elle demandé. Il n'a pas eu de réponse. J'ai dit que je voulais que le post Facebook soit retiré, ou au moins corrigé. Il a dit que cela reflétait ce qu'il ressentait honnêtement sur le moment. Alors laisse-le, j'ai dit. Mais je posterai la discussion de groupe en dessous. Stéphane s'est tu. Il savait exactement ce qu'il y avait dans ce fil. Le message de Claire sur la pneumonie de Léa, la réponse de mon père disant que rien ne changeait. L'une de mes tantes, assise quelques chaises plus loin, l'a regardé et a dit « Tu as omis cette partie ». Stéphane a marmonné quelque chose sur le fait que Facebook n'était pas l'endroit pour chaque détail. Apparemment, c'était l'endroit pour chaque détail qui faisait passer Julien pour le mauvais rôle, a-t-elle dit. Mon père a essayé un autre angle. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous traites. Je n'ai pas nié qu'il m'avait élevé, nourri, aidé pour mes études. Vous m'avez élevé. Je vous en suis reconnaissant, ai-je dit. Mais cela ne vous donne pas un droit à vie sur la maison de ma femme, notre argent ou notre temps. La voix de ma mère s'est un peu brisée. Nous essayons seulement de garder tout le monde ensemble. Claire a répondu à cela, plus calme que jamais. Vous avez essayé de faire venir 13 personnes dans une maison alors que notre fille de 2 ans avait une pneumonie. Ce n'était pas nous garder ensemble. C'était nous dire que nous ne comptions pas. Ma mère a commencé à pleurer. Et quelque chose en moi a voulu tout retirer à ce moment-là. Lui dire que j'étais désolée, lui verser du thé, laisser toute l'affaire se dissoudre comme les disputes familiales dans notre maison le faisaient toujours autrefois. Mais j'ai pensé à Léa sursautant au son d'un téléphone, murmurant, pas de gens bruyants. Et je suis restée ferme. J'ai exposé les nouvelles conditions. Personne n'utilise la maison sans que Claire et moi ne les invitions. Plus de voyages auto-organisés dans une propriété qui n'est pas la leur. Plus de prêts informels sans trace écrite. J'aiderai toujours pour les urgences médicales réelles, mais j'en avais fini de financer le train de vie de Stéphane. Et quiconque utiliserait à nouveau la maladie de Léa comme moyen de pression perdrait tout droit de visite. Mon père a demandé si je choisissais sa famille plutôt que la mienne. J'ai regardé à travers la fenêtre de la cuisine les visages des parents de Claire venus de Tours. Non, j'ai regardé Claire et Léa empiler des cubes ensemble dans le salon. Je choisis la famille dont je suis responsable, lui ai-je dit. Puis j'ai posé une dernière question. Pouvez-vous citer une seule fois où vous avez demandé à Claire avant d'inviter des gens dans sa maison de Noirmoutier? Il n'a pas répondu. J'ai regardé ma mère. Rien. Même Stéphane est resté muet. Personne n'a crié. Personne n'en avait besoin. Le silence disait tout ce que j'avais passé 3 semaines à essayer de formuler. C'est pour ça que les serrures ont changé, ai-je conclu. Stéphane a supprimé le post sur le champ, à table. Non pas parce qu'il avait changé d'avis sur le fond, mais parce qu'il ne voulait pas que la capture d'écran de la discussion de groupe soit publiée juste en dessous. Avant de partir, mon père m'a dit que j'avais déchiré la famille. Non, papa, j'ai dit. J'ai arrêté de prétendre qu'elle n'était pas déjà brisée. Stéphane ne m'a pas parlé pendant presque 5 mois après cet après-midi dans notre jardin. Cette partie fait encore plus mal que ce à quoi je m'attendais. Il avait profité de moi pendant des années, certes, mais il restait mon frère, et il y avait des nuits où je restais éveillée à me demander si j'aurais pu tracer la même ligne sans faire couler autant de sang. Ce que j'ai remarqué, cependant, c'est à quel point le reste de notre vie semblait plus léger une fois l'hémorragie stoppée. L'argent qui disparaissait autrefois dans les urgences des autres commençait à rester sur notre propre compte. Claire et moi avons pris un long week-end ce printemps-là. Juste nous deux et Léa.
Pas de toit de garage à réparer. Pas de liste de courses de dernière minute scotchée sur un frigo qui n'était même pas à nous de remplir. Mes genoux me faisaient toujours mal la plupart des soirs et mon dos avait toujours son mot à dire sur les échelles. Mais au moins, je ne passais plus mes week-ends à réparer des choses gratuitement. Ma relation avec mes parents n'a pas guéri de manière nette, et j'ai arrêté d'attendre que ce soit le cas. Mon père ne s'est jamais excusé, pas une seule fois. Ma mère envoyait des SMS raides et prudents pour les fêtes, le genre de message qui ressemble plus à une obligation qu'à de l'affection. Je ne les ai pas coupés complètement. J'appelais toujours pour prendre des nouvelles, je demandais toujours pour les rendez-vous médicaux, mais j'ai cessé d'être la réponse automatique à chaque problème qui surgissait dans leur vie. Quand la voiture de mon père est tombée en panne cet hiver-là, je lui ai donné le numéro d'un bon mécanicien au lieu d'y aller avec ma boîte à outils. Il n'en était pas ravi. Il s'en est chargé quand même. Environ 6 mois après cette conversation dans le jardin, mon téléphone a sonné et c'était ma mère. Je me suis préparée comme je le faisais toujours avant de répondre à ses appels. Elle n'a pas dit « Nous venons samedi ». Elle n'a rien annoncé. Est-ce que ce serait possible, a-t-elle dit, hésitant d'une manière que je n'avais vraiment jamais entendue de sa part auparavant, si ton père et moi passions dimanche après-midi. Ce n'était pas une excuse. Je veux être honnête là-dessus. Ce n'était pas un moment de cinéma où tout se résout en un seul coup de téléphone, mais c'était la première fois d'aussi loin que je m'en souvienne qu'elle demandait vraiment. J'ai regardé Claire, qui pliait du linge sur le canapé, et elle m'a fait un petit signe de tête. Dimanche de 14h à 17h, ça marche, ai-je dit à ma mère. Léa fait sa sieste avant cela. Nous viendrons après sa sieste, a-t-elle dit. Petit, presque rien vraiment si vous ne connaissiez pas notre histoire. Mais c'était réel. Le printemps suivant, nous sommes retournés tous les trois à la maison de Noirmoutier pour la première fois depuis ce vendredi de l'année précédente. Léa avait 3 ans maintenant, solide sur ses jambes, et elle a couru droit vers le sable avec un seau en plastique jaune comme si l'endroit lui appartenait, ce qui, d'une manière qui signifiait enfin quelque chose, était le cas. Claire s'est assise sur la terrasse avec une tasse de café, la regardant creuser un trou bien trop grand pour cette petite pelle. Je me suis approchée de la porte d'entrée avant d'entrer et j'ai vérifié la serrure. Par habitude plus qu'autre chose, elle ne ressemblait plus à une arme. C'était juste une serrure. La même chose que chaque maison possède. Le droit simple et ordinaire de décider qui a le droit de franchir sa propre porte d'entrée. J'ai beaucoup réfléchi à ce qu'était la vraie récompense dans tout cela. Ce n'était pas le chiffre dans ce classeur. Et ce n'était pas l'image de 13 personnes debout, confuses, dans une allée. C'était quelque chose de plus calme que cela. C'était de m'assurer que ma fille ne grandisse jamais en pensant que l'amour signifie laisser les gens ignorer ce dont on a besoin. Claire m'a rejoint alors que Léa continuait de creuser. Aucun regret, a-t-elle demandé. J'ai regardé notre fille lancer du sable partout, riant de rien en particulier. Je regrette d'avoir attendu si longtemps. Je lui ai dit, si vous avez déjà eu à tracer une limite avec votre propre famille, vous savez que cela ne vient pas facilement et que c'est rarement sans douleur. Mais parfois, les gens qui vous aiment le plus sont ceux qui se tiennent juste devant vous, attendant que vous les remarquiez enfin. Prenez soin de ceux qui respectent votre foyer et votre cœur. Cette histoire nous plonge au cœur d'un dilemme universel, la difficulté de poser des limites fermes face à une famille toxique ou envahissante. Le protagoniste, Julien, illustre parfaitement le fardeau de l'enfant loyal qui, pendant des décennies, a confondu amour et sacrifice de soi. Le déclic, provoqué par la vulnérabilité de sa propre enfant, montre que le changement radical ne survient souvent que lorsque nos priorités fondamentales sont directement menacées. En France, où les traditions familiales et le respect des aînés restent des piliers culturels forts, l'acte de Julien de changer les serrures est un symbole puissant de réappropriation de sa propre vie et de protection de son foyer. La leçon ici est claire, la paix familiale ne doit jamais être achetée au prix de la santé mentale et financière de son propre conjoint ou de ses enfants. Maintenir une façade d'unité au détriment de la vérité ne fait que nourrir le ressentiment. En confrontant sa famille avec des faits et des chiffres, Julien ne cherche pas à se venger, mais à briser un cycle de déni.
Établir des limites n'est pas un acte de haine, mais un acte de respect envers soi-même et envers ceux que l'on a réellement le devoir de protéger. Et vous, avez-vous déjà dû prendre une décision difficile pour protéger votre foyer contre l'influence de votre propre famille d'origine? Comment avez-vous géré la culpabilité qui accompagne souvent ce genre de rupture? Partagez votre expérience dans les commentaires, cela pourrait aider quelqu'un qui traverse la même situation aujourd'hui.